Bernstein, bonsoir. Vous ne pouvez aimer la vérité et le monde. Du jour au lendemain avec Michel Houellebecq qui publie Extension du domaine de la lutte, un roman, chez Maurice Nadeau. J'ai choisi Michel Houellebecq pour commencer de prendre une phrase dans un livre que vous avez publié en 1991 aux éditions de La Différence. Rester vivant, c'est son titre. Et son sous-titre, qui est aussi le genre dans lequel il se place, c'est méthode. J'aurais pu peut-être prendre aussi bien cette autre phrase. La société où vous vivez a pour but de vous détruire. Oui, juste après, il y a Vous en avez autant à son service. Le mot méthode, on m'a dit que ça faisait penser aux introductions de méthodes de langue. Par le ton, gardez courage, ne vous laissez pas abattre, continuez un peu chaque jour, enfin ce genre de choses. En fait, c'est un livre qui insiste beaucoup sur le courage. Il faut du courage pour dire la vérité. Surtout quand elle est désagréable pour vous aussi, c'est-à-dire quand on s'attaque en même temps. Enfin, attaquer le monde, critiquer le monde, c'est facile, mais c'est pas ma position. Et pour réussir à dire des choses en profondeur, il faut pas s'épargner. Donc ça demande enfin, je sais pas si ça serait tenable sans lecteur, quoi. Je pense pas, en fait. Parce que des gens, de manière parfois surprenante, viennent vous dire que c'est vrai, que c'est bien d'avoir dit ça, et donc c'est encourageant. Enfin, c'est nécessaire. Parce que on est amené à dire tellement de choses désagréables, à jouer contre soi. Donc, des signes de compréhension sont bien agréables. Mais c'est pas ce qui vous fait écrire, quand même. C'est peut-être ce qui me fait continuer, quand même, parce que c'est-à-dire que j'ai une caractéristique qui est pénible, hein, d'ailleurs. Quand je dis quelque chose et que l'interlocuteur comprend pas, je répète inlassablement. Ça peut durer longtemps, parfois. Ben oui, ça peut durer longtemps. C'est pour ça que je pense que s'il n'y avait pas des gens qui me faisaient savoir qu'ils ont ressenti mes livres, je continuerais à écrire le même sans arrêt, obsessionnellement. Alors que là, je peux essayer de retrouver des domaines. Bon, là, je parle vraiment que du monde contemporain, en fait, sous un angle assez social, dans mes trois livres. Hein. Mais je me rappelle que avant d'avoir dû m'affronter au monde moi-même, beaucoup de choses m'intéressaient. Je m'intéressais à la science, à la physique quantique, surtout à des choses comme ça. C'est fini ? Non, mais je n'arrive pas à l'utiliser sur un plan écrit.
Mais peut-être que ça reviendra justement si mon premier message passe. Vos livres, donc, outre Rester vivant, aux éditions de la Différence, vous avez publié un essai sur Lovecraft aux éditions du Rocher et un livre de poésie, un recueil de poèmes intitulé, lui, La poursuite du bonheur. C'est un beau titre. En fait, c'était... Dans mon esprit, c'était une allusion à la Constitution américaine. Parce qu'en fait, je suis très, très antilibéral, hein, ça se voit dans tous mes livres. Et baser une société sur la liberté et le droit à la poursuite du bonheur, ça me paraît conduire inéluctablement au carnage, plus ou moins policé, enfin, peu policé en Amérique, enfin, finalement. Et donc c'est pas un titre au fond très positif dans mon esprit. C'est jamais très positif vos titres, hein? Toujours un peu ironique. À ne pas lire au premier degré. Rester vivant, la poursuite du bonheur, extension du domaine de la lutte. Oui, c'est des... En même temps, c'est toujours des titres qui vont qui ont un côté très direct et qui trouvent... Par exemple, le prochain s'appellera Le sens du combat. Enfin, c'est toujours des titres comme ça, effectivement, où je... Le titre, ça vient avant le livre? Oui, ça vient... Oui. C'est le titre qui commande. Après, il faut écrire. Non, c'est pas... En fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le livre, finalement, ne... Enfin, j'écris avant de faire un livre, quoi. J'ai beaucoup de feuilles séparées. Vous écrivez toujours? Oui, souvent, enfin, quand même, oui, c'est un peu au hasard. Hein. Je travaille pas, à proprement parler. Enfin, de temps en temps, j'écris, mais c'est jamais très prévu. Et là, par exemple, ce roman... Enfin, au bout d'un certain temps, c'est plutôt les passages théoriques qui étaient écrits en premier. Au bout d'un certain temps, il était évident que tout ça tournait autour d'un sens bien défini, et le titre, en fait, intervient à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, ça aide à cristalliser une série de passages dans une signification, enfin... Un parcours se dessine, quoi. Pas d'écriture sans expérience dans la réalité. Eh ben non, malheureusement, non. Non, faut quand même pas exagérer. Il y a quand même des poèmes qui sont le reflet de visions imaginaires, qui sont plus directement reliés à des rêves ou à des rêves éveillés. Mais non, tout ça, j'ai l'air de le déplorer, en fait. Je le déplore un peu, d'ailleurs, parce que j'écris quand même pour essayer de tenir ma vision du monde à distance, enfin de la voir d'un peu plus loin comme un objet séparé, mais le monde revient toujours. Enfin. C'est un dragon à terrasser, votre vision du monde? Oui, et puis en même c'est... Non, en fait, j'aimerais bien en finir avec le monde une bonne fois pour toutes, pour retourner à des rêveries qui se manifestent que dans quelques poèmes jusqu'à présent.
Alors, qu'est-ce qui vous manque? Imagination? Non, ce qui me manque en fait, c'est d'échapper concrètement au monde. Là, par exemple, je travaille toujours, toute la journée. Enfin, Ce qui vous manque, c'est peut-être aussi la faculté de mentir. Oh, mais non, je veux pas mentir. Enfin, C'est pour ça que vous n'écrivez pas de romans totalement imaginaires. Oui, je pense que je ne pourrais pas. Et puis je sais pas, j'ai peut-être pas vraiment le type de caractère à développer des histoires. Enfin, tout part de fragments et écrits sans avoir pensé vraiment à les écrire. Et j'essaye de donner un sens à tout ça, enfin c'est un peu... Écrire un roman d'amour, par exemple, ça vous viendrait pas à l'idée? Oh bah si des phénomènes d'amour se manifestent, enfin s'il m'est donné d'en être témoin aussi. Témoin ou acteur? Oh, les deux. Non mais ça viendra peut-être. Hein, c'est-à-dire que bon, tout ça est certes peut apparaître très pessimiste, mais je ne veux pas être un pessimiste systématique, quoi. C'est-à-dire que si quelque chose qui me paraît heureux et beau vient se manifester, je veux en rendre compte aussi. Enfin, je suis toujours agacé par les gens qui se font une espèce de pessimisme ronchon et Du genre Sioran? du genre Sioran. En fait, ça m'agace finalement. Enfin bon, et encore Sioran, c'est vraiment un bon écrivain, enfin à l'évidence, mais son attitude m'agace. De même que, enfin bon, tout ce retour en fait d'attitude païenne, stoïcienne, quoi, consistant à se vouloir supérieur au monde. D'ailleurs, ce livre, en fait, dans mon esprit aussi, ce personnage est extrêmement lucide, le personnage central, celui qui dit je. Le narrateur, comme on dit. Le narrateur. Et pour moi, la lucidité ne sert à rien, en fait. Ne mène à rien, et toute sa lucidité ne l'empêche pas de s'enfoncer dans une dépression de plus en plus grave et de déjanter de plus en plus nettement au fur et à mesure que le livre avance. C'est-à-dire bon, de toute façon, la lucidité, on ne la choisit pas, hein. Mais il faut, d'une manière ou d'une autre, envisager une possibilité de bonheur et d'harmonie pour soi-même et pour les autres. Une attitude de retranchement. Ça, c'est une éthique. Oui, c'est une éthique. Et en plus, je veux montrer à travers ce livre que ça mène au néant. Parce que, bon, dans le dernier chapitre, il est vraiment au centre du néant, quoi. On peut pas dire autrement. C'est en ça que le livre n'est pas vraiment un livre autobiographique, parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'au fond, tout est possible. Tout reste possible. Oui, pour moi, oui, j'espère. C'est-à-dire, bon, ça c'est assez compliqué, mais en fait, son
son incapacité de vivre est liée à un individualisme extrême, typique en fait de l'état social. Hein. Mais pour moi, cet individualisme, quoi qu'il se présente avec évidence, est au fond faux. Enfin, c'est-à-dire que par moment, je ne crois pas tout à fait au moi. Par moment? Oui. Et je pense que ces moments correspondent à une intuition juste. Enfin, dans un sens mystique qui reste à définir, hein, d'ailleurs. Qui ne... Enfin, le passage où il expose que les êtres ne peuvent plus se voir que comme des particules élémentaires, soumises à des forces d'attraction, mais reliées par rien, et donc qui se heurtent, se croisent. Bon, pour lui, c'est une conception du monde juste et indépassable. Moi, je ne pense pas. Enfin, pourquoi vous faites dire à un narrateur ce que vous ne pensez pas? Parce que, quand je dis je ne pense pas, je le pense par moment, mais bon, là il faudrait en fait pour aller bien à fond de cette question philosophique avoir plusieurs personnages, quoi. Là c'est un livre avec des personnages, mais avec fondamentalement un point de vue sur le monde. C'est-à-dire ça pourrait s'exprimer en termes de complémentarité à la Niels Bohr, quoi. C'est-à-dire que ce point de vue individualiste est juste, mais un point de vue syncrétiste, voyant le moi comme une espèce de chose temporaire, assez artificielle en fait, serait juste aussi. Par exemple, je suis souvent frappé par le peu de consistance de ce que les gens appellent leur personnalité. En fait, c'est souvent une série de tics. Par exemple, un individu est coléreux. Alors il dit oui, moi il faut pas me chercher, je suis coléreux, et ça devient sa personnalité, quoi, à ses propres yeux, comme à ceux du monde. Enfin, c'est-à-dire qu'on se constitue une personnalité qui est une succession de limitations. Qu'on se colle et qu'on vous colle aussi. Enfin, tout ça pour arriver à se définir et à dire je suis ainsi, c'est moi. Et donc on est content d'être comme on est. Enfin, qu'en fait tout ça n'est pas grand-chose. Enfin, il m'arrive encore fréquemment d'avoir cette intuition que tout le monde est pareil, fondamentalement pareil. Et d'où j'ai pas beaucoup de respect pour les descriptions de traits de caractère et tout ça. Enfin, vous avez, vous, des traits de caractère? À part une certaine introversion, je ne vois pas. Et puis, non, je continue à penser que je pourrais changer ces traits de caractère. Tout est toujours possible. Oui. Enfin, ce que je dis paraît bizarrement optimiste, hein, par rapport au livre. J'en suis conscient. Vous n'êtes pas si optimiste que ça, finalement.
Ça serait un peu grotesque d'être optimiste dans le contexte. Enfin, mais c'est-à-dire, je tiens à laisser ouverte une possibilité d'optimisme, en tout cas. Pourquoi vous y tenez? C'est un pari pascalien? Oui, quelque chose comme ça. Et puis parce que le pessimisme aphoristique, l'assurant, manque de profondeur. Enfin, c'est un genre foncièrement décevant d'ailleurs, l'aphorisme. Enfin, un genre contre lequel vous luttez parce que il vous tente parfois. Ah oui, je suis. Non mais ça c'est sûrement parce que je suis doué pour ça, enfin, effectivement. Pour écrire des formules frappantes. Mais je veux pas laisser se bloquer une pensée. Quoique non parfaitement athée, j'ai beaucoup plus de sympathie pour Saint Paul que pour les stoïciens qui le combattaient. Et je ne pense pas non plus qu'il faille accepter le monde tel quel. C'est bon, par exemple, entre Nietzsche et Schopenhauer, je suis du côté de Schopenhauer. Bon, Schopenhauer, c'est un exemple de. On dit toujours Schopenhauer est pessimiste, mais globalement, c'est pas faux. Mais quand on lit l'ensemble de l'œuvre, on s'aperçoit que dès qu'il tombe sur un phénomène qui lui paraît positif et heureux, il se livre à des transports d'enthousiasme. Par exemple, ce qu'il a écrit sur la compassion est très beau. En fait, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'une vogue actuelle des stoïciens et des moralistes du XVIIe siècle. Enfin, d'un état d'esprit de ce genre. Alors que c'est figé et tout ça, ce sont des vérités partielles. Enfin, c'est facile d'exprimer brillamment une vérité partielle. Et là, par exemple, Baudelaire s'est jamais laissé aller à ces bêtises cyniques, par exemple. Enfin, le cynisme, non seulement me répugne, mais en tant que philosophie m'agace. Il est trop facile d'arriver à ces positions tempérées et éloignées.
parliez un peu, Michel Houellebecq, de ce que vous avez appelé votre philosophie. Et je voulais vous demander si le roman était l'application de la philosophie, ou si votre philosophie découle de votre écriture romanesque. Romanesque étant un mot d'ailleurs qui reste à débattre. Non, là c'est... Il me faudrait beaucoup plus de pages en fait pour mes... Là c'est plutôt une sociologie. Enfin, c'est la manière dont je vois la société qui est simple. Hein. Il y a des... En fait, toutes les sociétés ont eu des systèmes de différenciation entre les individus. Moi, je précise, je sais pas, j'en respecte aucun en fait. Hein. C'est-à-dire, j'ai pas de respect ni pour la naissance, ni pour la richesse, ni pour la beauté, ni pour l'intelligence, ni pour le talent. Enfin, bon, par exemple, la société, pas jusqu'à la Révolution. Bon, c'était essentiellement basé sur la naissance, avec des petites gâteries accordées au talent ou à la beauté physique. Enfin, mais là, on vit dans un système dont l'idéal, en fait, non réalisé, mais son idéal théorique est une égalité des chances, puis se développe une lutte à travers deux axes, en fait, l'efficacité économique et le potentiel érotique. Donc c'est le narrateur explique cela. Il en a conscience. Lui-même, dans ces deux échelles, se situe à une position moyenne. Et dès le début du livre, il en a assez. Il se laisse glisser. Sur le plan sexuel, il n'essaye plus rien, depuis pas mal de temps déjà. Sur le plan économique, il travaille sans conviction. Il est analyste programmateur. Oui, c'est un cadre moyen qui, bon, s'il s'investissait dans son travail et surtout dans les relations humaines, parce qu'il ne s'agit pas tellement de travailler pour réussir, mais de faire savoir qu'on s'agite, quoi. C'est un milieu que vous avez l'air de bien connaître. Oh bah oui, très très bien. J'ai passé des années dans une société de services en informatique. Et donc il pourrait arriver à un bon poste socialement. Mais il n'arrive plus à s'intéresser. Tout s'écarte. Il s'écarte de tout. C'est un peu la nausée. Oh oui, il y a des... Oui, d'ailleurs, il vomit pas mal en pratique. C'est... Oui, ce qui est marqué en 4e de couverture. C'est vous qui avez écrit la 4e de couverture ? Ou Maurice Nadeau ? C'est un peu des deux. Ouais. Ça a été écrit très vite. Donc il est question d'un roman d'apprentissage de poids, l'apprentissage du dégoût. Oui, c'est un bon résumé. Et... Enfin, ça ne l'amène dramatiquement à rien. D'ailleurs, il y a un tournant au milieu du livre où il s'aperçoit que, non seulement il s'ennuie, mais toute la société qui l'entoure, son travail d'informaticien, la publicité, en fait, tout commence à le faire franchement vomir. Et là, il va de plus en plus mal. Il y a une dernier chapitre, bizarre, où il essaye d'aller à la campagne, dans un endroit désert, pour voir ce qui va se passer. Enfin, le monde l'univers sans société, comment il peut se sentir là-dedans. Et il y a une espèce
claque, quoi, enfin, où il s'aperçoit qu'il est prisonnier en lui-même. Il ne se sent plus de rapport avec le monde non plus. Donc c'est... Oui, c'est un bon livre, la nausée. C'est... Là, c'est plus une impression que les choses... l'éclairage devient de plus en plus dur. Les choses apparaissent... sous leur vrai jour. Nettement, oui, quelque chose d'hyper réaliste, inquiétant, enfin... C'est-à-dire qu'il y a un renversement qui se produit dans le livre, qui part de situations tout à fait réelles, d'un réel qui peu à peu va être déréalisé par la lucidité du narrateur. Ah oui, exactement. Son désarroi. Oui, oui. Tout apparaît si étrange. Enfin, les choses brillent, elles sont là, elles semblent tout à fait stables. Et c'est un peu comme avoir l'impression que tous les objets deviennent extrêmement durs. Comme si chaque mouvement devait se terminer par le fait de se cogner dans un objet très dur. Et progressivement, il est de plus en plus effaré. Les mouvements deviennent impossibles. Beaucoup... En fait, c'est une variante de dépression. Hein. Les états dépressifs ont des manifestations très, très riches, très variées. Vous avez l'air de bien les connaître. Oh oui, mais de toute façon, moi, oui, je connais bien, mais par expérience personnelle, pour voir des gens, il y a de plus en plus de dépressifs. Enfin, c'est normal. C'est une des choses que je voulais tenter de mettre à jour aussi, c'est que la dépression n'a pas du tout des causes psychologiques, à mon avis. Il y a un système de valeurs, un système social qui clairement, l'efficacité économique et le potentiel érotique diminuant inéluctablement avec l'âge, fait qu'on est forcément guetté par une dépression à un moment ou à un autre. Ça me paraît absolument inévitable. Enfin, il n'y a que des dépressifs ou des futurs dépressifs. Et aucune psychothérapie n'y changera rien. On peut calmer, les médicaments marchent. Pas les livres, ça ne suffit pas. Ah si. Ah si on peut. Mais bon, on peut pas passer sa journée à lire, sauf à ne pas avoir d'argent à gagner. Mais moi, j'ai passé des semaines entières à lire et j'étais parfaitement heureux. Ça m'a complètement mis hors de la dépression. Oui, ça c'est c'est pratiquement ce qu'on peut dire le plus élevé en faveur de la littérature, c'est que ça peut marcher très bien. Les livres qui vous rendent heureux sont les livres qui vous confirment dans votre dépression ? Oui, en général, quand on est déprimé au départ, si on lit un livre où l'auteur vous paraît optimiste, on a l'impression d'un guignol qui se fout de votre gueule, quoi. Et donc, plus le livre est négatif, plus son effet calmant est fort. Ensuite, une fois qu'on est rentré dans l'univers des livres, on
on peut lire un peu tout, enfin ça. Moi, je me souviens très bien qu'à l'âge de 17 ans, moi, je demandais qu'à continuer à lire tranquillement. Enfin, je n'ai pas du tout envie de choisir une profession, tout ça. C'était, ça m'aurait vraiment convenu. Enfin, je pressentais déjà des choses du genre domaine de la lutte. Il allait falloir que je mouille dans tout ça. Je sentais bien que ça me plairait pas. Enfin, d'ailleurs, non, écrire est moins efficace. Hein. On prend sur soi beaucoup de souffrance en écrivant. Souffrance surtout de dire la vérité. Donc ça, ça aide moins que lire. C'est curieux. Hein. Un jour, vous avez dû renoncer à lire toute la journée pour trouver un travail. Et oui. Actuellement, vous travaillez à l'Assemblée nationale. Oui. Où je suis d'ailleurs beaucoup plus heureux que je n'ai jamais été. Enfin, ça, c'est un endroit qui ne ressemble ni à une administration, ni à une entreprise privée. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a une espèce d'esprit artisanal, manifesté par une grande indépendance des gens. Moi, je pense qu'il est possible de travailler et d'être heureux, d'aimer son travail. Je pense que les êtres humains, à la base, sont faits pour travailler seuls ou à peu près à leur rythme et dans une ambiance de liberté. Bon, là, à l'heure actuelle, il y a quelques agriculteurs qui font ça, quelques artistes. Et il y a des endroits, enfin, l'Assemblée nationale est un endroit où je me sens mieux que partout ailleurs parce que il y a cette tradition de laisser les gens un peu maîtres d'organiser leur petit domaine. Et tant pis si c'est incohérent, tant pis si les gens font plusieurs fois la même chose. On n'essaye pas de rationaliser à tout prix, d'augmenter la productivité, de mettre au point des procédures qui, en fait... Le développement des réseaux informatiques, moi, m'inquiète en fait, parce que bien que ça ait l'air très anti-informatique, faut distinguer. Enfin, l'apparition de l'informatique lourde, en fait, était une catastrophe à peu près pour tout le monde. Par contre, le micro-ordinateur jouait un rôle positif dans la vie de certaines personnes au travail. Mais maintenant qu'on remet les micro-ordinateurs en réseau, on repère tout ce gain de liberté qu'il y avait eu. Et en plus, il y a une accélération démente de la circulation d'informations qui n'intéresse personne. Une multiplication des informations en elles-mêmes par agrégation d'informations. Tout ça en fait que la vie est souvent, enfin c'est même un prodige d'ailleurs, parce que c'est à la fois très compliqué et parfaitement ennuyeux. C'est-à-dire ça va très vite, il se passe beaucoup de choses, mais tout ça est très ennuyeux en même temps. Et ça, c'est une configuration inédite, à mon avis. Mélange d'ennui fondamental et de grande agitation. Moi, j'ai assez de sympathie pour ces gens qui piratent des réseaux. Je sais pas s'il y en a alors.
à l'antenne. Comment on les appelle? Vous savez, ces gens qui introduisent des virus dans les réseaux, qui se mettent un peu partout. Il y a un mot américain que j'ai oublié. Enfin, parce que je pense aussi que à partir d'une certaine densité de flux d'informations, plus rien ne peut avoir de sens, quoi. La signification ne peut plus se former. C'est dans tout. Il ne peut pas y avoir de pensée sans des moments de repos, de repli, de retour sur soi. Il faut aussi des moments de confrontation au monde, à l'information du monde, mais c'est comme un mouvement cardiaque, quoi. Il faut aussi des moments de repos, des moments paisibles, lents, où absolument rien ne se passe, où les choses fermentent. Et ça, on ne peut plus avoir ça. Alors moi j'observe beaucoup de gens surexcités, dans une espèce de désarroi, s'ennuyant au fond. Et les histoires d'âge, par exemple, je pense que jamais, à aucune période, on a autant pensé à son âge, de manière obsessionnelle. C'est comme si on vivait avec un chronomètre dans le cerveau qui décompte. Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq est publié chez Maurice Nadeau. Du jour au lendemain, Édouard Campras, Marie-Ange Garando, Emmanuel Moon, Alain Vensten. Bonsoir.